Ouagadougou retient son souffle sous une nuit sans vent. Dans le ciel trouble, les patrouilles militaires découpent le silence comme des traits du destin. Depuis Bruxelles, Paris et Washington, les canaux diplomatiques s'animent, polis mais glacés, comme si la tempête se préparait en comité restreint. Au centre, Ibrahim Traoré fixe une carte, conscient que l'orage qui approche ne vient pas des nuages, mais des mains qui veulent réécrire la souveraineté du Burkina Faso. Qui tire réellement les ficelles du tonnerre qui s'annonce? Ce qui se joue à Ouagadougou dépasse une simple crise politique. Sous les discours feutrés des chancelleries, un autre langage circule, celui du contrôle, des alliances dissimulées, des pressions économiques qui se déguisent dans conseils démocratiques. L'enjeu pour Ibrahim Traoré n'est plus seulement de sauver son pouvoir, mais de défendre une idée, qu'un pays africain puisse décider seul de son destin, sans traducteur venu d'ailleurs. Chaque silence diplomatique, chaque retard d'aide, chaque rumeur sur les réseaux devient un outil pour tester sa résistance. Mais derrière la tension, un espoir discret grandit, celui de voir un continent se redresser, fatigué d'être observé, prêt à écrire ses propres chapitres. Car si la nuit semble longue, c'est peut-être parce que l'aube qui vient n'appartient plus aux empires d'hier. La vérité n'éclate jamais d'un coup, elle s'infiltre, chiffre après chiffre, rapport après rapport. Depuis 1960, le Burkina Faso a connu 9 coups d'État réussis, un record silencieux sur un continent où chaque génération a dû recommencer son histoire. Pour Ibrahim Traoré, ce nombre n'est pas une statistique. C'est une cicatrice collective. Il sait que derrière chaque putsch se cachent des signatures invisibles, budget, formation, promesses de stabilité. Ce soir encore, ces fantômes reviennent. Réunions à Bruxelles, appels discrets à Paris, notes confidentielles à Washington, rien n'est officiel, tout est orchestré. Dans les rues de Ouagadougou, les étals sont vides. Les mères ramènent leurs enfants avant le couvre-feu. Un muezzin pris dans la nuit, sa voix chevrotante glisse entre les ruelles comme une alarme douce. Les soldats saluent mécaniquement, conscients que les ordres pourraient changer avant l'aube. Ce calme n'est pas la paix, c'est la respiration d'un pays en suspension. Au palais, les lumières ne s'éteignent pas. Traoré lit des dossiers marqués en rouge, codés, saturés de noms familiers. Genève, Chypre, stabilisation démocratique. Il comprend le message. L'économie sera la première arme, l'opinion la seconde. Mais il a aussi compris autre chose. L'histoire ne se répète que pour ceux qui l'oublient. Et cette fois, le capitaine refuse de rejouer le rôle du vaincu. L'Afrique entière observe. Chaque capitale sait qu'à travers lui, c'est sa propre marge de liberté qui se mesure. Le véritable enjeu n'est plus un gouvernement, mais une mémoire. Dans les couloirs du palais, la tension a l'odeur du métal chaud. Les pas résonnent, mesurés, comme dans un théâtre où chacun connaît sa réplique. Au centre de cette chorégraphie fragile, Ibrahim Traoré n'agit pas en conquérant, mais en témoin lucide d'un scénario déjà vu. Autour de lui, les conseillers murmurent des mots de prudence. Il écoute, mais son regard reste fixé sur la carte du Sahel, ce triangle où les destins africains se croisent et se brisent. Les premières heures du soir ont révélé l'ampleur du piège. Des transferts bancaires suspects quittent Ouagadougou, tandis que des éditoriaux étrangers s'interrogent soudain sur la légitimité du capitaine. Les signaux convergent. Avant les balles viennent toujours les récits. Et Traoré sait que dans ce siècle, une rumeur bien rédigée vaut une division blindée. Pourtant, quelque chose résiste. Dans les quartiers populaires, les radios locales répètent ces discours sur la souveraineté. Les jeunes partagent ces images, non comme un culte, ni comme un refus d'effacement. Chaque message devient un acte de présence, chaque mot une défense symbolique. Ce n'est plus un affrontement militaire, c'est une bataille narrative. Le monde regarde incrédule ce capitaine solitaire défier le script des puissances. Mais au Sahel, même le silence finit par prendre parti. Tout a commencé discrètement, comme une partition jouée à voix basse. Les premiers signes n'étaient pas des tirs, mais des emails, des convocations annulées, des réunions reportées, des messages cryptés entre attachés militaires et consultants privés. À Bruxelles, on redessinait la carte du Sahel sur des écrans tactiles. À Paris, un conseiller évoquait un rééquilibrage nécessaire. À Washington, on murmurait le nom d'Ibrahim Traoré comme on prononce celui d'un virus politique. Puis, le 4 octobre, le ton a changé. Des comptes anonymes sur les réseaux ont commencé à diffuser des images d'émeutes inventées,
des fausses vidéos de soldats se ralliant à une transition de sauvetage. Les chaînes d'information étrangères ont repris ces images avant même qu'elles ne soient vérifiées. En moins de 6 heures, la crise existait déjà. Dans les marchés de Ouagadougou, les commerçants l'ont compris sans qu'on leur explique. Quand les nouvelles voyagent plus vite que les faits, c'est que quelqu'un a payé le billet. Au palais présidentiel, le centre de commandement vibre sous les rapports contradictoires. Des drones non identifiés ont survolé les dépôts militaires à Koudougou et à Kaya. Les communications sécurisées sautent par intermittence. Un officier s'avance, inquiet. « Mon capitaine, certains officiers reçoivent des appels étrangers. » Traoré ne lève pas les yeux. Il répond simplement, alors qu'ils choisissent leur drapeau avant l'aube. Dehors, la pluie commence à tomber, lourde, presque mise en scène. Les habitants ferment les volets, mais ne dorment pas. Dans les mosquées et les églises, on prie sans prêcher. À minuit, la ville entière semble suspendue entre deux respirations. À 00 H47, des coups de feu éclatent dans le quartier nord. Rien d'intense, juste assez pour geler le sang. Les radios locales cessent d'émettre. Quelques minutes plus tard, un communiqué circule sur Telegram. Les forces armées nationales assurent la continuité de l'État. Mais au palais, aucun soldat ne bouge. Les portes restent fermées, les lumières allumées. Traoré demeure à son bureau, observant les lignes de pluie sur la vitre. Il murmure. Ils pensent que nous dormons. C'est leur première erreur. Le calme revient au petit matin. Aucune colonne n'avance, aucune prise d'assaut ne se confirme. Mais dans les ambassades, les téléphones chauffent. Les communiqués de préoccupation sont prêts, attendant seulement la chute pour être publiés. Dans les ruelles de Ouagadougou, les enfants jouent à imiter les soldats, rire nerveux d'un peuple habitué à danser sur la corde raide. Et sous cette apparente accalmie, le scénario avance, précis, mécanique, comme si chaque hésitation locale avait déjà été écrite à des milliers de kilomètres de là. Au lendemain de la nuit d'alerte, les chiffres parlent plus fort que les discours. En 48 heures, les réserves de devises du Burkina Faso ont chuté de 11%, pendant que près de 6,4 millions de dollars transitaient vers des comptes relais à Genève et Nicosie. La Banque centrale n'a rien commenté, mais ces systèmes ont été brièvement paralysés. Coïncidence, disent certains. Signal, corrige un conseiller d'Ibrahim Traoré. Les marchés de la capitale s'en sont souvenus à leur manière. Le prix du maïs a grimpé de 28%, celui du carburant de 17%. Dans les stations-service, on a vu des soldats réguler la file d'attente, non pas pour réprimer, mais pour apaiser. La crise n'est pas encore militaire, elle est mathématique. Les chiffres forment un siège invisible. Pendant ce temps, les grands bailleurs gèlent leurs programmes. Une note du Fonds monétaire datée du 6 octobre évoque une réévaluation du risque politique, euphémisme classique pour dire pression économique. Bruxelles suspend un versement de 42 millions d'euros d'aide budgétaire, officiellement pour assurer la bonne gouvernance, officieusement pour tester la résistance d'un pays qui ne veut plus plier. Traoré suit ces indicateurs comme un général observe une carte d'artillerie. Chaque variation de prix, chaque flux financier devient un mouvement d'encerclement, mais il refuse de réagir par la peur. Les chiffres ne gouvernent que ceux qui croient qu'ils suffisent, glisse-t-il à son ministre des Finances. Et cette phrase circule désormais dans les rues, peinte à la craie sur les murs des lycées. Sur les réseaux, une autre bataille se joue. Des hashtags pro-occidentaux apparaissent simultanément dans 15 capitales, sponsorisés par des comptes créés la veille. Les analystes identifient des patterns, même syntaxe, mêmes images, même cible, le jeune capitaine isolé. Mais en face, la riposte numérique s'organise. Des étudiants, des journalistes indépendants, des vétérans de Sankara reprennent la parole. Ce n'est pas un homme qu'ils veulent renverser, c'est une idée. Le monde regarde, chiffres à l'appui, sans oser dire que ces statistiques ne mesurent qu'une seule chose, la peur de voir un pays africain sortir du script. Deux récits s'affrontent désormais à visage découvert. Le premier, soutenu par les chancelleries occidentales, avance que Ibrahim Traoré a trahi la démocratie, qu'en concentrant le pouvoir, il isole son pays et menace la stabilité régionale.
Ses adversaires rappellent la liste des coupures d'Internet, la censure de certains médias, la rhétorique militaire. Ils y voient les signes d'une dérive autoritaire, le prélude d'un isolement fatal. L'autre récit, né dans les rues de Ouagadougou, raconte une toute autre histoire. Pour ceux qui y vivent, Traoré n'est pas un despote, mais un pare-feu. Depuis son arrivée, les exportations d'or ont augmenté de 14% et les contrats miniers locaux sont passés de 18 à 32. La part du commerce régional avec le Mali et le Niger dépasse désormais 45%, un chiffre inédit depuis l'indépendance. Ces données, que peu de médias reprennent, traduisent une stratégie simple, sevrer l'économie du chantage extérieur. Le débat devient donc moral. Faut-il juger un chef d'État par les standards qu'il enchaîne ou par les choix qu'il s'impose ? Traoré ne revendique pas la perfection, mais la cohérence. Il refuse les prêts qui rendent dépendants. Il paie les salaires avant les dettes. Il parle aux alliés africains avant d'appeler les ambassadeurs. Cette inversion du protocole dérange plus que ses discours. Entre stabilité imposée et souveraineté risquée, il choisit la seconde, sachant qu'elle coûte plus cher et rapporte moins vite. Mais dans un monde saturé de compromis, cette obstination devient subversion. Car si la démocratie se mesure à la capacité d'un peuple à choisir ses erreurs, alors peut-être que le Burkina Faso est aujourd'hui le pays le plus libre du continent. Cette phrase, lâchée par Ibrahim Traoré à ses conseillers, marque le tournant. Depuis des jours, il refuse les interviews, ne publie aucun communiqué, ne répond à aucune provocation. Ce mutisme dérange plus que les discours. Les analystes cherchent à l'interpréter. Faiblesse ou stratégie ? À Bruxelles, un diplomate soupire. C'est difficile d'attaquer un homme qui ne parle pas. Dans les rues de Ouagadougou, ce silence agit comme un miroir. Les gens y lisent la retenue d'un chef qui ne veut pas justifier sa légitimité devant ceux qui la nient. Chaque absence devient un message, chaque mot retenu un refus d'obéissance. La rumeur de coup d'État, sans démenti officiel, se transforme en symbole, la peur a changé de camp. À ce moment précis, la ligne se déplace. Le Burkina Faso cesse d'être un sujet de crise pour devenir un acteur de rupture. Ce n'est plus une rébellion contre l'Occident, mais une conversation entre Africains sur ce que signifie encore la dignité. Et dans ce renversement silencieux, le monde comprend enfin. Quand un peuple cesse de s'expliquer, il commence à exister. Les heures qui ont suivi ce silence stratégique ont produit des effets tangibles. Le pays n'a pas sombré, il s'est réorganisé. D'abord au niveau des institutions nationales. Malgré la panique initiale, aucune désertion n'a été signalée. L'armée, habituellement fragmentée, a publié une déclaration commune affirmant sa loyauté au commandement légitime du capitaine Ibrahim Traoré. Les administrations régionales, elles, ont rouvert dès le lendemain, rétablissant plus de 87% des services essentiels. Cette discipline surprend même les observateurs étrangers. Jamais, depuis 1987, une tentative de déstabilisation n'avait rencontré autant d'inertie. Ensuite, dans la sphère diplomatique. Les chancelleries occidentales ont réagi par réflexe. Suspension d'aide, rappel d'ambassadeurs, communiqués jumeaux sur la préoccupation démocratique. Mais en coulisses, un autre signal circule. L'Algérie, le Mali et le Niger ont dépêché des délégations conjointes pour proposer un pacte de défense régional. Ce mini-bloc, baptisé officieusement Alliance du Sahel, rassemble déjà près de 130 millions d'habitants sous une logique d'autoprotection. Ce que certains décrivent comme isolement devient en réalité un basculement d'axe. Puis, du côté de la société civile et des médias. Les radios communautaires, censurées par crainte de panique, reprennent l'antenne pour diffuser des messages d'unité. Des collectes spontanées soutiennent les familles de soldats stationnés au nord. Les hashtags pro-Burkina atteignent 12 millions de vues en 24 heures. Un record local. Plus qu'un soutien politique, c'est une réappropriation du récit. L'histoire ne se raconte plus depuis Paris, mais depuis Bobo-Dioulasso ou Koudougou. Enfin, concernant les voisins et la scène économique. À Niamey comme à Bamako, les marchés réagissent prudemment mais sans effondrement. Les flux commerciaux intra-sahéliens progressent de 9% selon la BCEAO. Et, fait inattendu, des entrepreneurs sénégalais annoncent vouloir investir hors circuit traditionnel. Les sanctions internationales, prévues pour étouffer le régime, deviennent un catalyseur de coopération. Ainsi, les conséquences réelles contredisent la prophétie d'effondrement. En tentant de briser le capitaine, on a renforcé sa cause.
Et dans ce paradoxe réside la leçon la plus simple. La souveraineté ne s'impose pas, elle se contamine. L'avenir du Burkina Faso se décline aujourd'hui en 3 trajectoires possibles, 3 écritures concurrentes d'un même destin. D'abord, le scénario de résistance, le plus probable. Le pays consolide lentement ses alliances régionales, renforce l'alliance du Sahel et survit grâce au commerce interafricain. La croissance reste modeste, plus 2,3% prévu par la BCEAO, mais la stabilité intérieure se maintient. Ibrahim Traoré devient un symbole continental, ni héros ni tyran, un homme qui a tenu. Ce scénario exige de la discipline, de la patience et un contrôle constant de la désinformation, l'arme la plus durable de ses adversaires. Ensuite, le scénario optimiste, celui de l'éveil continental. L'effet d'entraînement s'amplifie, Bamako, Niamey et même Accra suivent le modèle d'indépendance budgétaire. Une union économique sahélienne se forme, coordonnant les ressources minières et énergétiques. Les flux d'investissements africains internes doublent, les sanctions occidentales perdent de leur portée. Le Burkina Faso redevient, comme sous Sankara, un laboratoire politique pour le continent. Ce scénario suppose que la jeunesse prenne le relais narratif et que la foi dans la souveraineté devienne compétence collective. Enfin, le scénario pessimiste, celui de l'étranglement lent. Les sanctions s'accumulent, les prix explosent, les alliances régionales se fissurent, Traoré reste en place, mais piégé dans une économie asphyxiée. Le pays se replie, la lassitude gagne. Les médias étrangers reprennent alors le vieux refrain, transition nécessaire, retour à la démocratie. Une victoire sans gloire pour ceux qui ne peuvent plus régner que par la faim. Au-delà de ces courbes, une seule question compte: le peuple acceptera-t-il d'échanger la sécurité contre la mémoire? Car dans le Sahel, l'avenir ne se prévoit pas, il se résiste. Dans les cafés de Ouagadougou, on ne parle plus de politique, mais de courage. Ce mot, simple et rugueux, a changé de camp. Autrefois réservé aux soldats, il s'étend maintenant aux maires, aux étudiants, aux mécaniciens qui refusent de fuir. La souveraineté ici n'est plus un concept, c'est un geste quotidien, rester debout malgré la peur. Dans une école du quartier Tampoui, les enfants récitent par cœur une phrase de Ibrahim Traoré. Aucun empire n'est éternel, sauf celui de la mémoire. Les enseignants racontent comment, autrefois, leurs parents craignaient de prononcer ces mots. Aujourd'hui, ils les écrivent à la craie sur les murs. La diaspora, elle aussi, s'éveille. Des étudiants burkinabés à Dakar. Paris, Montréal publient des vidéos, non pour glorifier un homme, mais pour rappeler une évidence. On ne défend pas Traoré, on défend l'idée qu'un Africain peut décider seul. Leur ton est calme, presque intime, une colère adulte qui sait d'où elle vient. Dans ce mouvement, la figure du capitaine se dissout dans celle d'un peuple. Et c'est peut-être là la victoire la plus discrète, celle d'un chef qui réussit à ne plus être nécessaire. Car lorsque la conviction devient collective, le pouvoir devient mémoire. Le discours de la résistance n'a de valeur que s'il s'organise. Ibrahim Traoré le sait. La survie du Burkina Faso dépend désormais d'une méthode, pas d'un miracle. Les conseillers du palais ont dressé une feuille de route simple, pragmatique, conçue pour durer au-delà des slogans. Premièrement, produire avant de négocier. Réactiver les 42 coopératives agricoles suspendues, réduire les importations de blé de 18% d'ici 6 mois. Une autosuffisance partielle suffit à rendre la dette moins chantageuse. Deuxièmement, numériser le territoire. Déployer un réseau national d'internet souverain, géré localement, afin de limiter les coupures externes et la dépendance technologique. Le projet pilote débute à Bobo-Dioulasso. Troisièmement, former la loyauté. Créer un institut panafricain de défense civilo-militaire inspiré des écoles de Sankara, où les élèves apprennent autant la stratégie que l'éthique du service public. Quatrièmement, communiquer autrement. Remplacer les porte-paroles d'État par un réseau de journalistes communautaires capables de traduire les décisions en langage populaire. La vérité ne doit plus dépendre des communiqués étrangers. Cinquièmement, mesurer la confiance. Un sondage trimestriel national évaluera la perception de la souveraineté et du bien-être. Objectif, dépasser 60% de confiance interne avant la fin de l'année. Ces 5 étapes forment un contrat invisible entre l'État et le citoyen. Ne plus attendre d'être sauvé, mais apprendre à se maintenir. C'est le plus long des combats, mais aussi le plus sûr.
dans la cour du palais, la même lampe grésille, éclairant la carte du Sahel posée sur la table, celle-là même qu'il observait au début. Autour de lui, le silence n'est plus menace mais témoin. Ibrahim Traoré y trace une ligne, du Niger à la côte atlantique, comme un fil de mémoire reliant ceux qui refusent l'oubli. Sur le mur, le portrait de Sankara veille toujours, jauni par la poussière et le temps. Deux capitaines, deux époques, une même solitude. Au dehors, la ville bruisse d'une rumeur apaisée. Les mères rallument les feux, les enfants reprennent le chemin de l'école. Personne ne sait si le danger est écarté, mais chacun sent que quelque chose a basculé. Le pays ne se regarde plus d'en haut, il se regarde en face. Dans cette clarté neuve, Traoré murmure « On ne conquiert pas la liberté, on la garde vivante ». Et ce murmure, repris de bouche en bouche, devient une prière moderne, celle d'un peuple qui a choisi de se souvenir plutôt que de céder. Le jour se lève sur Ouagadougou. Les rues encore humides reflètent la lumière d'un soleil neuf, celui d'un pays qui se découvre vivant. Aucun slogan, aucun hymne, seulement des voix qui se répondent, lentes, conscientes. Le nom d'Ibrahim Traoré circule encore, non plus comme un cri de guerre, mais comme une phrase partagée, celle d'un homme qui a tenu quand tout semblait écrit d'avance. Le Burkina Faso ne demande pas d'alliés, il demande des témoins, car la mémoire d'une lutte n'a de sens que si elle se propage. Chaque spectateur, chaque lecteur, chaque Africain ou ami du continent devient gardien d'un mot, souveraineté. Ce mot ne se vote pas, il se pratique. Alors, à ceux qui regardent cette histoire de loin, la question demeure, que ferez-vous de ce nom, de cette nuit, de cette leçon ? L'histoire n'attend pas les héros, elle attend ceux qui la transmettent.